Il est 21h à Yaou et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonsoir. Je m'invite chez vous pour 1 heure et nous allons parler des éléphants de Côte d'Ivoire. Double confrontation pour ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, 3e et 4e journée, Côte d'Ivoire-Madagascar et Madagascar-Côte d'Ivoire. Le thème que nous avons choisi pour vous ce soir, c'est bien cette rencontre. Éléphant, quelle leçon après Madagascar-Côte d'Ivoire? J'ai beaucoup de plaisir à présenter cette émission en compagnie de Monsieur Dagouchar. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est avec un plaisir. Je sais que vous avez bien suivi ces deux rencontres. Oui. D'accord. Et puis nous avons également Amani Yao Lambert César. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez pris beaucoup de notes? Beaucoup d'enseignements. Beaucoup de notes, hein? D'accord. Et Tchétché Aimé, bonsoir à vous. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Au téléphone, si les dieux de la technique sont avec nous, nous allons donc avoir Désiré Deka, entraîneur diplômé UFAA, mais il réside en Suisse. Bonsoir à vous, messieurs. 2 matchs, 4 points pour Baumel. C'est un élément que nous propose Salif Bey Ouattara. 2 matchs, 3 buts inscrits, 2 encaissés pour 4 points enregistrés. Bilan des éléphants après la double confrontation à Madagascar. Dans l'ensemble, la note de Patrice Baumel est acceptable avec des débuts prometteurs. Lors de ces 2 matchs, on a senti une certaine dynamique dans le jeu de nos pachydermes. Plus de vigueur, plus de combativité, plus d'ardeur, balle au pied. Surtout lors du match retour. Patrice Baumel, ancien adjoint de Hervé Renard, a dû remuer le vestiaire pour atteindre ce résultat. Il faut surtout observer que le match aller avait été poussif au-delà de la victoire et des 2 buts inscrits, avec une vieille garde composée de Gervinho, Masgradel et Sérédier, qui a finalement eu un sursaut d'orgueil juste après la mi-temps pour scorer. Gervinho buteur, Sébastien Haller, le nouvel attaquant du groupe, limité d'une tête admirable. Revenu à hauteur de Madagascar avec 6 points, la Côte d'Ivoire a dû compter sur les plus jeunes de la sélection pour le match retour, après 6 défections enregistrées. Sinali Diomandé, Odilon Kosono et Ibrahim Sangaré à la place de Deli Simon, Sérédier et Masgradel, tandis que Sébastien Haller et Lago Junior remplaçaient Kodia et Gervinho. Avec cette équipe rajeunie, les éléphants vont présenter un autre visage avec un milieu de terrain tenu par Franck Kessié dans des habits de meneur de jeu qui lui vont bien. Et une attaque beaucoup plus audacieuse. La mauvaise note est venue du portier Sylvain Bowo, pantois devant une balle qu'il aurait pu intercepter. Nous ne crachons pas sur nos 4 points. Nous sommes heureux, nous sommes fiers des éléphants, surtout que ce dernier match, ils l'ont fait avec la manière, on commence à ressentir le jeu des éléphants, on commence à ressentir de la sérénité et surtout le renouveau de l'équipe. On voit qu'il a inséré dedans de nouvelles âmes qui apportent leur jeunesse, qui apportent leur fraîcheur et qui commencent à comprendre le système de jeu que Baumel veut imprégner à notre équipe nationale. 2 matchs, 2 visages différents. Patrice Baumel a-t-il réussi à faire de ses individualités un groupe? Le projet de jeu de Baumel se précise-t-il? Sébastien Haller est-il le nouveau fusil de l'attaque ivoirienne? Quels sont les points positifs de la double confrontation à Madagascar? Messieurs de la 3e mi-temps, la parole est à vous. Merci Salif Ouattara. La parole est à nous, messieurs de la 3e mi-temps, comme il a bien signifié. Quelle leçon tirer après cette double confrontation? Amani Yao. Au vu de la prestation du match aller, on avait beaucoup d'inquiétudes face à cette belle équipe de Madagascar pour le match retour. Et après le match d'hier, on pourrait dire que les éléphants sont passés de l'ombre à la lumière. Sur la rencontre d'hier, dans sa globalité, on a vu une équipe ivoirienne très disciplinée tactiquement,
beaucoup d'intelligence dans le jeu, mais surtout beaucoup de générosité et de discipline tactique. Ils ont surpris cette équipe de Madagascar à la Société avec une très bonne animation de jeu. On a vu véritablement un bloc équipe. On a vu des noms, mais plus une équipe qui s'est battue du début à la fin. Et je pense que c'est ce qui est vraiment encourageant. Dago Charles, quelle réaction après ces deux rencontres? Après ces deux rencontres, je pourrais simplement dire que nous sommes en train de construire une véritable équipe nationale. Voilà, parce que la première rencontre avait été plus ou moins possible. Quand on est à la deuxième rencontre, avec beaucoup plus de jeunesse, de fraîcheur physique, on se rend bien compte que voilà, une équipe est en train de naître. Une véritable équipe où on a respecté tout ce qui est phase de jeu. Toutes les transitions de jeu ont été respectées du début jusqu'à la fin. Même lorsque on a encaissé ce but-là, pour une des rares fois, j'ai vu les éléphants ne pas paniquer et puis produire leur football jusqu'à obtenir même des occasions de but. Donc, pour moi, une véritable équipe est en train de naître et c'est de bon augure. Pour cela, il faut féliciter Patrick Baumel. Tchétché Aimé, quelle est votre réaction? Oui, sur le premier match, on avait déjà vu les qualités des joueurs qui composent cette équipe. À Ebempe, elle a débuté difficilement face aux Malgaches, mais ensuite, l'équipe de Côte d'Ivoire a pris le match à son compte. Et puis, on a eu la victoire. Sur le match retour, il y a eu vraiment de très gros points positifs. J'ai vu une équipe jouer sans complexe, une défense solide, un milieu de terrain qui a utilisé constamment le côté gauche, si vous voulez, le côté droit de la défense malgache pendant 20 minutes avant de faire un déplacement de jeu qui emmène le premier but, qui occasionne donc le penalty, le centre de Lago Junior qui est réceptionné par Franck Kessié sur le côté droit, et puis il y a penalty. Donc, on a vu des choses. Dans cette équipe, on a vu l'équipe jouer avec des passes courtes, de longs ballons quelquefois, mais il y a eu une variété. Il y a eu de la variété et c'est ça le point positif. Il y a eu un bloc solide de la défense au milieu de terrain, sauf l'attaque qui, à mon avis, était isolée. Mais ça, c'est la faute à l'entraîneur. Parce que quand on joue en 4-3-3 ici à Abidjan et qu'on marque 2 buts, il n'y a pas de raison qu'on dépouille cette attaque en isolant Sébastien Haller seul en attaque. Parce que ce qu'on a oublié, c'est qu'ici, il a joué en 4-5-1. Donc Lago Junior et Pépé se sont constitués en milieu de terrain. Voilà. D'accord. Donc l'entraîneur, si vous voulez, l'entraîneur a transmis un peu sa peur à cette équipe. D'accord. Alors messieurs, on a donc joué 2 matchs et sur ces 2 matchs, nous avons inscrit 3 buts contre 2 encaissés. Est-ce qu'on peut dire à Mani Yao Lambert César que la défense ivoirienne, on commence à retrouver une bonne défense ou une stabilité, ou est-ce qu'il y a inquiétude? Bon, écoutez, sur les 4 matchs, si je prends les 2 matchs amicaux et puis les 2 confrontations contre Madagascar, à chaque fois, il y a eu des changements au niveau de la défense. Donc, voilà, maintenant, après, la défense, je ne me fie pas trop à la ligne défensive. Parce que quand je parle de défense, je parle du bloc équipe. Et hier, contrairement au match aller, on a vu une équipe ivoirienne avec un plan de jeu très net. On a vu 3 attaquants devant tout de suite enclencher le pressing qui a été parfait et ils ont été suivis par toute l'équipe. On avait une équipe ivoirienne, un bloc équipe concentré sur 20-25 mètres, très bien compact, et qui a gêné cette équipe de Madagascar qui n'a eu qu'un tir en 45 minutes en première mi-temps. Parce que tous ensemble, ils ont fait les efforts qu'il fallait. Ils ont réduit les espaces, ils ont anticipé toutes les trajectoires, toutes les sorties de balles, et Madagascar avait du mal à sortir le ballon. L'avantage du pressing qu'ils ont utilisé hier, c'est que quand vous pressez, mais vous défendez en avançant et vous avancez sans ballon. Et on a eu, pendant 45 premières minutes, ça a été, même sur la globalité du match, le pressing ivoirien a été très, très, très important. Et c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de faire un très bon match parce qu'ils ont récupéré très haut. On avait notre défense centrale qui était pratiquement à la médiane parce que devant, ça pressait, ça travaillait énormément. Ce qui nous avait manqué au match aller, qui a fait que les lignes étaient tellement distendues, ça permettait aux adversaires de sortir tranquillement. On a des images du match aller, les tableaux, si c'est disponible. Et puis si M. Deka également est disponible, alors on va l'écouter aussi. Hein. Allons-y, monsieur. Oui, alors sur la ligne défensive, moi j'ai remarqué un bloc compact. Un bloc compact.
Serge Aurier à droite, le capitaine intrépide. Dans l'axe, la paire Odilon, c'est ça, hein? Odilon, Sinali Boli a été vraiment superbe. Sur les balles aériennes, c'est une équipe c'est une défense qui a constamment jailli, qui est allée au contact des attaquants. Le seul attaquant d'ailleurs, malgache, Carolus. C'était au match aller? Au match retour. Au match retour. Et j'avoue que j'ai vu une très très bonne défense. Un garçon comme Wilfried Canon qui aurait pu jouer le match aller, mais qu'on a utilisé pour le match retour, a fait une très bonne prestation. Une défense qui a empêché les Malgaches d'arriver jusqu'à notre gardien Bobo. Je crois que cette défense a parfaitement tenu. Alors, Dago Charles, comme on voit sur les images, c'est la position des défenseurs qui a gêné un peu l'attaque de Madagascar? Non, pas simplement la position des défenseurs ivoiriens, mais c'est beaucoup plus le repli défensif collectif des Ivoiriens. Voilà, c'est surtout ça, surtout cela. Parce que les milieux de terrain, surtout les trois milieux de terrain, que ce soit Odilon, Franck Kessié et Sangaré Ibrahim, revenaient constamment pour soutenir leur défense. Vous voyez bien, quand on voit ces trucs-là, les trois sont pratiquement alignés. Voilà, ils revenaient tranquillement. Donc, quand c'est comme ça, c'est un premier rideau pour franchir avant d'arriver à la défense. Voilà, et donc, l'équipe a tellement joué en bloc équipe, tout le monde a tellement bien travaillé que c'est clair que Sylvain Bourreau et sa défense ont pratiquement... Sylvain Bourreau n'a pratiquement pas travaillé. On a vu même Willy Boli, en premier mi-temps, là même, faire des petites relances avec Sinali, parce que le milieu de terrain a fait le job qu'il fallait pour que la défense ne soit pas mise en danger. Alors, Amani Yao, quand vous voyez le schéma qui nous a été présenté, est-ce que l'entraîneur a réussi à continuer un peu le milieu et puis l'attaque de Oui, quand vous regardez l'équipe ivoirienne là, regardez les maillots blancs, comment ils sont compacts, regardez la distance entre les joueurs et entre les lignes. Partout où il y a un joueur de Madagascar, là on voit 3 joueurs ivoiriens encercler 2 joueurs malgaches et vous allez voir sur la passe en retrait, il y a un Ivoirien qui va venir récupérer le ballon. Les lignes, elles sont compactes, donc il n'y a pas d'espace pour eux, ils ne peuvent pas progresser et ils jouent pour aller vers l'arrêt et c'est nous qui récupérons. À partir de ce moment, on peut vite se protéger, projeter vers l'avant parce qu'on profite du déséquilibre adverse. Parce qu'une équipe qui attaque, elle se désorganise pour attaquer. Donc quand on récupère le ballon, vous allez voir que chaque fois, on arrive à trouver à aller devant là-bas. Alors, le plus important... Ouais, allez-y. Et là, sur les images également qu'on peut voir, ce sont des prises à 2, à 3 qui empêchent constamment les Malgaches de développer leur 2. Et donc, dès qu'il y a un Malgache qui a le ballon, il y a tout de suite 3 Ivoiriens ou 2 minimum qui sont dans les pieds du Malgache qui ne peut pas faire une passe. Quand il fait la passe, ça tombe directement dans les pieds du milieu de terrain ivoirien. Daoucha, vous avez parlé également d'une réaction positive de l'équipe ivoirienne, le fait d'encaisser et puis ne pas être paniqué, comme par le passé. Il faut souligner que pour une des rares fois, en tout cas, depuis plus de 10 ans maintenant, je pourrais dire, c'est une des rares fois où la Côte d'Ivoire a été dans l'action et non dans la réaction, parce que généralement, ce sont tous les adversaires qui ont le ballon, qui nous privent du ballon et nous courons toujours après le ballon. Bon, après, de par nos individualités, on arrive à faire la différence. Mais là, hier, c'est pratiquement nous qui menions le bal. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué. Et ça, c'est vraiment à mettre à l'actif de ce collectif-là, de la philosophie du jeu de l'entraîneur. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis quand on voit qu'effectivement, on peut tenir ce rythme-là, parce que l'autre particularité, c'est qu'on a pu tenir ce rythme-là du début jusqu'à la fin, même quand on a encaissé. Donc ça voudrait dire que quand il y a de la fraîcheur physique, quand il y a beaucoup plus de jeunes, on multiplie les courses, et puis ça peut aller. On peut donc conclure que au match aller, c'est parce qu'on avait quelques-uns qui devraient être émoussés physiquement, ce qui a peut expliquer le rendement de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en deuxième période. Allez-y, oui, sur le match aller encore, on peut parler de pression que les joueurs ont dû se mettre inutile parce qu'ils savaient qu'ils devaient gagner ce match. Il fallait réussir coûte que coûte à arracher les 3 points parce qu'on ne sait pas ce que le match retour nous réservait. Eh bien, ils ont réussi ce coup. Sur le match retour, l'entraîneur, à mon avis, malgré son apparence froide, doit avoir beaucoup de regrets. Doit avoir beaucoup de regrets parce que on ne peut pas avoir une telle équipe et puis jouer avec un seul défenseur, un seul attaquant. Il a les joueurs pour attaquer cette équipe malgache qui a peur des éléphants.
Il a joué avec trois attaquants. Non, il n'a pas joué avec 3 attaquants, Charles. L'attaquant de pointe, c'était à l'heure. L'attaquant de pointe, c'est à l'heure. Oui. Les 2 autres, Pépé, il a joué en milieu de terrain. Lago Junior a joué en milieu de terrain. Voilà, comme des milieux sortants. Et vous voyez qu'au fil de nos discussions, vous verrez que en deuxième mi-temps, Haller est apparu seul au milieu de toute cette défense malgache. Et c'est ça qui a propulsé finalement, qui a fait en sorte que les Malgaches prennent conscience, prennent confiance en eux pour pouvoir attaquer les éléphants sur la seconde partie du match. C'était un mauvais choix, Amani? Bon, au vu du match aller, on avait ici évoqué sur le plateau que nos latéraux n'avaient pas beaucoup apporté, notamment Maxwell Cornet et Serge Aurier. Il n'y avait pas eu une grosse animation offensive sur les côtés, donc l'entraîneur s'est servi de ça. Et quand vous avez vu, je pense que c'est l'un des matchs les plus aboutis des éléphants depuis belle lurette, comme Charles l'a dit. On a vu Aurier qui a énormément apporté sur le côté droit offensivement et Canon Wilfried qui n'est pas un défenseur latéral de métier parce qu'il a été formé défenseur axial. Mais en première mi-temps, durant tout le temps qu'il a passé même sur le terrain avant sa sortie, il a beaucoup apporté sur le plan offensif parce que la relation entre le latéral et l'ailier des deux côtés, pour pouvoir laisser passer un latéral quand vous jouez en 4-3-3, c'est ce qui a fait que on pensait que, comme Tchétché Aimé le disait, que Pépé a joué au milieu du terrain, mais en fait, il apportait du jeu intérieur pour que dans le dos, Serge Aurier puisse passer. Et à gauche, ça a été la même chose avec Canon et Lago. Ce sont des déplacements que vous faites, ce sont des ailiers qui viennent en numéro 10 pour que le latéral passe. Parce que s'ils ne vont pas en numéro 10, les latéraux ne peuvent pas passer. En ce moment, il faut que nos latéraux là, se transforment en milieu du terrain. Mais ce sont des combinaisons très complexes à mettre en marche. Je pense que ce qu'ils ont réussi déjà hier, c'est déjà bon parce qu'il y a un manque de temps pour mettre ce projet-là en place. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'intelligence tactique aussi. Donc voilà un peu. Il a joué avec 3 attaquants, mais on avait un bloc équipe qui s'est replacé très vite. Les alliés étaient très proches des latéraux et donc Alain était seul devant à aller presser les 2 axiaux là pour les obliger à jouer long. C'est fait qu'à la récupération du ballon, oui, effectivement, quand on le trouvait, on a pensé qu'il était seul devant. Sinon, il a mis 3 pointes, mais dans le travail défensif qui faisait que les ailiers compactaient avec les latéraux et c'était mieux qu'au match aller. C'est ce qui a fait qu'on voyait une seule pointe devant. Mais sur le pénalty qui amène le but, ça se voit qu'on retrouve Franck Kessié dans la surface de réparation là-bas. Ça a montré, avec Sangaré Ibrahim, ça a montré quand même cette puissance offensive-là. Oui, alors à la différence de ce qui s'est passé à Abidjan ici, sur le match aller, à la moindre attaque, on retrouvait facilement 3 à 4 joueurs dans la surface de réparation adverse. Pourquoi ça manquait au match retour? On a les images du match aller, s'il vous plaît. Voilà. Allons-y. Pourquoi ça manque au match retour? Parce que, certainement, ils ont reçu la consigne de faire attention aux contre-attaques. Et donc, quand Alain reçoit le ballon, alors qu'il joue sur déviation, il joue par remise, il n'a aucun soutien. Il n'a aucun soutien pendant tout le match. Il fait des déviations. Lago se retrouve pratiquement au niveau de la ligne médiane. Pépé également se retrouve pratiquement à la ligne médiane. Il est encerclé à tout moment. Voilà. C'est ça la différence, en fait. Moi, la question que je voudrais poser à Aimé, c'est le fait qu'on se retrouve à 4. C'est vrai, c'est une bonne chose. Marquer les buts, il faut être présent à la réparation. Mais quand on regarde ça, cette présence à 4, c'est vrai qu'il nous a valu les 2 buts. Et puis, le bloc équipe qui a joué hier mardi, moi, de loin, je préfère ce bloc équipe-là. Parce qu'un garçon comme Haller a la latitude de garder le ballon puis le faire jouer. Il l'a fait. La première frappe de Lago Junior, on lui donne le ballon dans l'axe, il se retourne et puis donne le ballon à Lago Junior. Donc pour moi, Haller n'a pas été seul. Mais c'est le bloc équipe qui a joué. Donc quand une équipe joue en bloc, c'est clair qu'à la perte du ballon, il faut se repositionner et on va isoler effectivement notre attaquant. Mais chaque fois qu'on l'a eu, il a pu garder le ballon, permettre à la défense, au milieu de terrain, de venir vers lui. C'est vrai que les projections, les présences dans la surface de réparation n'ont pas été aussi nombreuses comme au match aller, mais je préfère de loin ce bloc équipe-là qui s'est déplacé ensemble, qui a marqué des buts, et qui a marqué ce but-là ensemble, et qui revient pour défendre ensemble. Sinon, c'est ce qu'on a vu sur la première mi-temps, on se retrouvait à 4, mais n'oublions pas, l'équipe était aussi
pratiquement scindé en deux. Chaque fois que les Malgaches avaient le ballon, c'était pratiquement du 4 contre 4 aussi face à la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, je préfère, quand on joue en bloc équipe, qu'il y a l'attitude de garder le ballon, se battre avec 2 ou 3 défenseurs, soit esselés et se débattre comme un beau diable pour le remiser afin que les autres remontent. Que vraiment tout de suite, penser se retrouver à 4 pour marquer des buts. Parce que derrière, généralement, on a eu beaucoup de problèmes. Alors que mardi, on n'a pas eu de problème. On n'a pas eu un seul problème. C'est une erreur d'inattention. Une erreur d'inattention. Quand Sinali dégage le ballon, le temps qu'ils veulent se replacer, veulent se parler, ils ont oublié de tout de suite se repositionner pour défendre sur les Malgaches. Et puis bon, l'attaquant malgache entre dans la surface de réparation, il fait le retrait. Après le retrait, ils n'ont pas eu la latitude ils ne sont pas sortis très vite sur le frappeur, le malgache qui marque le but. Parce que lorsqu'on met un ballon dans les 16 mètres, il faut sortir très vite sur le shooter afin de l'empêcher de frapper. Je ne vois pas pourquoi les gens en veulent à Sylvain Gboko. Parce que si, généralement, on nous dit de sortir très vite sur le porteur de ballon dans les 16 mètres parce qu'il peut frapper. Et personne n'est sorti sur lui. Donc, un seul contrôle, il a armé sa frappe. Donc, pour moi, je préfère encore cette équipe-là qu'une équipe qui va se retrouver avec 2 ou 3. Et puis, bon, après, tout le milieu est un peu clairsemé. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il est préférable de choisir une défense à 3 ou à 4? Ah non, ça, il n'y a pas de discussion. À 4, on est à l'aise. Sur les 2 derniers matchs, à 4, on est à l'aise. Même le match qu'on joue à Abidjan, à 4, ça s'est bien passé. C'est très bien passé. C'est un fait de jeu. Il arrive à éliminer son vis-à-vis et puis il marque. En dehors de ça, ils n'ont pas été dangereux. Hein? Ça, il faut le dire. Ils ne sont pas passés facilement. Maintenant, au match retour hier, là, ça a été, nos défenseurs ont été impeccables à 4. Donc pour moi, il n'y a rien à faire. Quelle est votre défense choix? à 4, c'est Oui, bon. je préfère nettement cette défense à 4, hein, qui est plus rassurante et puis qui a un gardien qui peut être rassurant quelquefois aussi. Hein. On parle de... je préfère la défense à 4, en tout cas de mon point de vue. Elle est plus compatible avec l'attitude des joueurs que nous avons en ce moment. Et puis, il n'y a pas vraiment beaucoup de temps pour travailler le 3-4-3 ou 3-5-2, etc. Et donc, voilà, sur le but qu'on prend en deuxième mi-temps, si vous permettez, beaucoup... Kadi, il faut retrouver le but, le but contre l'équipe de... Voilà. Le match retour, ouais. Le but que Bobo Sylvain a pris. Est-ce que ici on peut parler d'une faute du gardien? Moi, je ne parlerai pas d'une faute de gardien. Je parlerai d'une faute défensive. D'abord, Charles l'a souligné. La défense, c'est un deuxième ballon que l'attaque malgache reçoit. Donc, les défenseurs ivoiriens doivent être normalement au contact de celui qui reçoit le ballon. Ils ne l'ont pas fait. Et puis, le tir est d'une violence inouïe, mais incroyable. Une prise de balle impeccable du frappeur qui envoie, il enflamme aveuglement Bobo. Bobo ne peut rien. Souvenez-vous de ce coup franc de Akonor, Côte d'Ivoire, Ghana. En 94. En 94, à Tunis. Alain Voimené, du haut de son statut de meilleur gardien d'Afrique, a pris ce but-là, de 35 mètres. Un coup franc terrible du Ghanéen Akonor. D'accord. Alors, tous les gardiens peuvent prendre des buts. Alors, il semble que nous sommes avec Deka. Bonsoir. Alors, on va... Oui, allez-y, allez-y. Donc, la prestation de Bobo est décriée, mais c'est mauvais ce que les gens font. Alain Guamené, il est resté pendant 15 ans dans les poteaux de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, bien qu'il ait pris ce but. Mais il est toujours resté un bon gardien, un grand gardien même. Ensuite, après Alain Guamené, il y a eu l'entraîneur actuel des gardiens, Tizier Jean-Jacques. Tizier Jean-Jacques, il avait pour remplaçant Kopa Barry. Un joueur, un gardien de but, on ne l'enlève pas comme ça. C'est les entraîneurs qui décident ou bien c'est une blessure qui fait enlever un gardien dans les poteaux. Tizier Jean-Jacques est resté titulaire pendant 15 ans avant que Kopa Barry ne prenne la place. Quand Kopa est arrivé, il y a eu Bobo. Qu'ils se calment un peu les Ivoiriens, quelquefois. D'accord. Alors, quelle est votre réaction sur... La difficulté du poste de gardien de but, c'est que, après vous, il y a le filet. Donc, je trouve que hier, les gens ont été un peu trop méchants avec Tizier parce que c'est une succession de faits. Ils n'ont vu que la fin de l'action.
c'est un ballon anodin. Et il y a eu un gros manque de communication entre Sinalis, je crois, et Sylvain. Donc, il pouvait récupérer le ballon. Hein. Il y a eu un manque de communication qui a fait qu'il a provoqué la chandelle, qui a mis le ballon en touche. Ok, mais quand les Malgaches prennent le ballon, ils le jouent vite. Vous verrez sur les images que Canon Wilfried et certains joueurs avaient donné dos à l'action. Ça a été juste un moment de concentration. Après, quand il part, qu'il fait le centre au deuxième poteau, oui, là, la défense ivoirienne, elle devait vider vite la zone pour deux choses d'abord. Pour ouvrir le champ de vision au gardien de but, ça c'est un. Et de deux, pour éviter que sur la passe en retrait, l'adversaire puisse vous mettre un ballon dans le dos. Là, c'est la mise en orge que vous utilisez. Donc, quand il fait le retrait pour le capitaine, il y a un joueur ivoirien qui part sur le capitaine. Il ne se contente que de cadrer. N'oubliez pas qu'il était à près de 20 mètres. Et maintenant, avec les ballons qui sont ultra légers, qui sont pratiquement comme des ballons de volley-ball, il a bien armé, l'équilibre, la phrase, la surface de contact était parfaite. Maintenant, le ballon a pris de la vitesse et de la hauteur. Il a voltigé dans les airs. Je crois que le gardien a dû être gêné et par le soleil et par la densité de joueurs qu'il avait devant lui. Donc son champ de vision était un peu difficile. Au vu du match, les Ivoiriens auraient voulu gagner. Donc on lui impute ce but. Mais je pense que c'est les erreurs les unes mises dans les autres. Il y a eu 4 petites erreurs d'inattention qui ont amené ce but-là. Oui, c'est aimé. Ouais, donc j'appelle à ne pas lyncher ce garçon parce que contre le Japon en amical, si Bowo n'est pas là, on prend un paquet de buts. Hein. Si Bowo n'est pas là contre le Japon, il sort des balles chaudes pendant tout le match. Et puis, n'oublions quand même pas que c'est grâce à Bowo que nous sommes arrivés à quart de finale à la CAN 2019. N'ayons pas la mémoire sélective. Voyons. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je pense que c'est parce que les Ivoiriens aussi se souviennent de ce but qu'il a pris aussi face au Gabon. À Bouaké, c'est pratiquement dans les mêmes conditions. Et donc, Mali aussi. Voilà, donc et puis celui de la Keïta face à la Guinée. Donc, on a l'impression que bon, il encaisse des buts à partir des 18 mètres. Chaque fois qu'on on arrive à le battre facilement. Peut-être c'est un peu ce qui fait que les Ivoiriens pensent qu'il n'a pas été bon. Mais sinon, sur l'ensemble du match, il faut regarder la prestation de l'équipe. Parce que lorsque les Ivoiriens encaissent ce but-là, pour une des rares fois, on n'a pas paniqué. Pour une des rares fois, on n'a pas paniqué. J'ai vu des joueurs prendre le ballon, venir le jouer et continuer de faire pression cette équipe malgache-là. C'est la maturité de cette jeunesse-là. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Du coup, je réalise que ces jeunes gens de 2013, je crois que c'est 2013 qui avaient gagné la CAN, leur heure a sonné aujourd'hui parce que voilà, c'est cette jeunesse-là qui est en train de prendre les galons au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et c'est tellement bien dit que la Côte d'Ivoire aurait pu aggraver le score sur la frappe de Franck Kessié, qui ricoche sur le montant, sur la barre, à l'intérieur de la barre. Et puis, la frappe de Akpa Pro, à la 90e minute, que le gardien prend comme un savon, il se cherche pendant 2-3 rebonds. Malheureusement, comme je le répète encore, malheureusement, il n'y avait aucun Ivoirien dans cette surface. Aucun. Alors qu'un gardien relâche le ballon, il faut quelqu'un qui réagit tout de suite pour l'empêcher de le reprendre. Bref, c'est pour revenir à ce que je disais sur toute la période du match. On a vu une très bonne équipe de la Côte d'Ivoire, mais je pense que sur ce match, on peut quand même avoir des regrets. Ouais, sur le choix de la défense à 3 ou à 4, j'avais dit tantôt, dans une défense à 3, la difficulté que vous avez, c'est de 3 joueurs pour gérer 68 mètres de largeur. Donc, ça vous fait quoi, 22 mètres et demi pour chaque individu. Quand vous passez à une défense à 4, en termes de nombre et de gestion d'espace, vous avez quoi, 17 mètres pratiquement à gérer pour les 4 défenseurs. Mais que ce soit à 3 ou à 4, si vous arrivez à concerner votre équipe, comme hier, sur le projet de jeu, sur le plan de jeu que vous avez mis en jeu, à partir du moment où déjà très haut vous pressez cette équipe et quand vous faites un pressing comme ça à la perfection, que vous soyez à 3 ou à 4 derrière, ce n'est pas le plus important. C'est vrai que chaque organisation, chaque système a ses qualités, mais aussi a ses défauts. Alors le milieu de terrain, messieurs, satisfaction? Total pour moi. Hein, total pour moi. J'avais un peu été hésitant quant à Odilon, parce que je l'ai connu, moi, comme défenseur latéral droit ou axial. Mais là, le voir en demi-défensif, avec Franck Kessié et Sangaré, vraiment, il m'a vraiment bluffé. Et du coup, j'ai vu un milieu de terrain avec 2 sortes de 10
Et puis Odilon seul, qui restait juste devant la défense. Et Franck Kessié apportait ce plus-là avec Sangaré. Pour moi, c'est une donne avec laquelle il faut compter aujourd'hui. Parce que là, pour une rare fois, nos sorties de balles ont été propres. Parce que longtemps, c'est ce qui a été le problème de la Côte d'Ivoire. Les sorties de balles. Parce que le foot, ce sont 2 phases de transition. De la défense, on passe au milieu de terrain. Et puis on aboutit à une sortie, enfin, à une frappe, à une finition en attaque. Et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire l'a réussi avec ce milieu de terrain-là. Parce que c'est le milieu de terrain qui réussit cette transition-là. Donc pour moi, chapeau à ce milieu de terrain-là. C'est pour ça que je dis, pour une rare fois, certains noms devront se poser des questions. Certains noms doivent se dire qu'il est temps qu'ils raccrochent. Parce que Sangaré et Franck Kessié, ils ont vraiment pris les galons. Ils ont montré effectivement que voilà, ils peuvent devenir des patrons aujourd'hui quand les plus jeunes sont autour. Surtout Franck Kessié. Étant déjà le maître des plus jeunes, enfin je veux dire le capitaine des plus jeunes en cadet et autres, quand il retrouve ce bloc équipe-là, il n'y a plus d'anciens dedans pratiquement. C'est Sylvain Boho seul. Donc Franck Kessié se retrouve dans la peau du leader qu'il a été depuis qu'il était en cadet et en junior. Donc tout de suite, il prend ses marques de véritable leader, de véritable patron, et ça donne le résultat que ça a donné. Et donc, pour moi, c'est vraiment cette partie de l'équipe de Côte d'Ivoire qui m'a fait vraiment plaisir. Oui, c'est la grosse satisfaction du match, hein, le milieu de terrain. Franck Kessié a compris que le leadership ne se donne pas, ne se octroie pas. Ça s'arrache, ça se prend. Il l'a pris. Il a toujours joué de façon désintéressée sous le couvert des autres, Sérédier, et tous ceux qui l'accompagnent. Mais c'est un leader. Il a été capitaine des U17 depuis 2013, pendant longtemps, jusqu'en Coupe du Monde. Aujourd'hui, il commence à prendre ses responsabilités. Il doit continuer sur cette lancée. Il forme une très belle paire avec Sangaré Ibrahim. Sangaré Ibrahim qui m'a épaté par ses longues jambes en alternant jeu court, jeu long, poussant le ballon complètement sur le côté gauche de la Côte d'Ivoire, avant de faire de déplacement de jeu, changement de direction. Tout ça, ça m'a ébloui. Ça m'a ébloui. C'est-à-dire que quand les éléphants sont dans une bonne condition morale, ils étaient déjà en confiance après le match aller, donc ils se sont libérés et ils ont joué leur football. D'accord. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'on retient des choix de Patrick Boumel? Vous êtes satisfait? Le projet de jeu, choix des joueurs, vous êtes satisfait? Oui, tout choix est subjectif. Hein. Et puis, au sortir de ce match-là, on ne peut, vu leur production, on ne peut que dire bravo à Boumel pour ses choix, pour la qualité qu'ils ont montrée. Que ce soit derrière, au milieu ou devant, il a été handicapé, il y a eu des blessures, des blessés. Donc avant le match, on se demandait mais quelle équipe il allait mettre. Et il ne s'est pas trompé sur ses choix, notamment les 3 jeunes du milieu du terrain là, qui ont tout approuvé. Et ça génère de l'énergie. Ce sont des jeunes qui n'ont pas encore gagné la CAN et qui ont envie de montrer qu'ils ont de la qualité et ils l'ont démontré hier. Donc ces choix ont été justes. Derrière, il y a eu une défense qui a, entre guillemets, qui a été un peu tranquille hier. J'ai aimé Boli, de la simplicité dans ses relances. Un jeu dépouillé de toute fioriture. Sinali qui s'affirme, Serge Aurier qui est déjà là. Canon qui est dans l'adaptation et qui s'adapte facilement. Au milieu, ça a été la très grosse satisfaction avec Franck Kessié, avec Ibrahim et Odilon. Odilon, ce que les gens ne savent pas, il est passé par la SEC. J'ai eu la chance de l'avoir eu là-bas. Avec le coach Gigi, il a été champion de Côte d'Ivoire en 2017 avec l'équipe de la SEC. Dans les matchs amicaux, il jouait milieu de terrain aussi. Hein. Il a cette capacité-là à jouer milieu de terrain. Et hier, c'était la sentinelle. Ouais, c'était la sentinelle devant la défense. Tactiquement, j'ai aimé Franck Kessié et Ibrahim. Pourquoi? Parce qu'ils ont très vite compris que Madagascar avait 2 numéros 6 pour pouvoir essayer de sortir les ballons. Donc, ils se sont projetés très haut pour aller les bloquer là-bas. Ibrahim a essayé d'apporter de la folie, de la technicité. J'aime beaucoup l'adresse technique qu'il a. Maintenant, Franck Kessié, dire qu'il va être le meneur de jeu de l'équipe nationale, il faut faire attention. On fait sa carrière avec les qualités qu'on a. Il a été défenseur, c'est un milieu défensif. Il est là pour faire le sale boulot, récupérer les ballons. Et ce qu'il a ajouté depuis son passage au Milan AC, c'est de se projeter vraiment vers l'avant. C'est ce qui fait qu'on le retrouve dans la surface adverse. Maintenant, venir dire que c'est lui qui va orienter le jeu, apporter cette lumière, cette qualité technique, ces joueurs esthètes, peut-être qu'il manque des gens comme Gagnon Parfait ou Jean-Fidèle Ourega, un Ivoirien qui joue du côté du Rayon Sport de Kigali.
je pense qu'il faut faire attention. Faut pas vite s'enflammer. Il y a des joueurs qui sont là pour bonifier les autres. Ce sont des joueurs comme Gadji Seli avant, comme Golo Kanté maintenant, comme Kone Ibrahim dans le temps, comme Franck Essier. Peut-être des joueurs qui ne gagneront jamais le ballon d'or parce que c'est réservé aux psychopathes des buts, c'est réservé plus à des joueurs esthètes comme Modric, comme Xavi, Iniesta, qui même ne l'ont pas gagné parce qu'ils étaient barrés par Demos. Laissons-le dans le domaine qu'il est et puis demandons-lui de temps en temps d'apporter ce qu'il a apporté hier, aller se projeter devant comme il a fait. Mais Kessié n'est pas le meneur du jeu, il peut être un leader technique dans le match. Ce que je dis là, César m'a pas certainement bien saisi. Je ne dis pas qu'il peut être le leader technique. Je dis... Non, j'ai compris. Voilà, donc c'est tant mieux. non, mais tel qu'il a joué... Après vous, on va écouter l'entraîneur Patrick. D'accord, mais sinon, tel qu'il a joué, c'est pas un numéro 10, c'est pas le type de Zidane ou d'un véritable numéro 10, non. Mais le fait déjà de se projeter, d'être souvent dans les 18 mètres adverses, avec son gabarit, sa force et autres, sa clairvoyance, pour moi, c'est déjà un plus. Et surtout que derrière, il sait qu'il a quelqu'un, comme Odilon, maintenant, qui peut faire... le dépassement de fonction. Merci. Et donc ça, c'est très important pour lui. Parce que dans sa génération, il était déjà le patron. Et donc, quand tu joues avec des doyens, permettez-moi l'expression, souvent tu n'as pas envie de réaliser des choses sous prétexte que, tu es encore trop jeune. Mais hier, on se rend bien compte qu'il était avec ses camarades de génération. Et donc, du coup, il s'est vraiment libéré, il s'est permis des choses. Regardez l'action du but, c'est une pichenette quand même. On n'a jamais vu Franck Essier oser un tel geste technique. Mais quand il le fait, c'est pour dire qu'il est vraiment en confiance et il est dans son élément. Et c'est pour cela que j'encourage Patrick Baumel à aller dans le sens de ce nivellement-là. Ça sera très important pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qu'on a vu, avec cette jeunesse-là, tout le monde courait. Pour une fois, on n'a pas vu quelqu'un qui marchait. Peut-être c'est Pépé qui a marché un tout petit peu, mais sinon, tout le monde a couru dans ce match-là. Parce qu'ils sont tous jeunes. D'accord. On va écouter donc Patrick Baumel après donc, cette rencontre face à l'équipe de Madagascar. Si on nous avait dit qu'on viendrait faire match nul, peut-être qu'on aurait été satisfait. Mais au vu de la rencontre, je pense qu'on méritait les 3 points ce soir. On a fait une excellente première mi-temps. On a senti une équipe, un groupe bien en place, solide. Où on a maîtrisé le sujet, on s'est créé beaucoup de situations de but. On a été solide derrière. On marque tout naturellement. On aurait pu rentrer à la mi-temps par un score de 2 ou 3-0. Il n'y aurait eu rien à dire. La deuxième mi-temps, on a des bonnes intentions. On a des situations. Et sur un détail, un corner, on avait dit aux garçons de faire attention qu'il les jouait rapidement. On est surpris. J'essaie de crier au bord du terrain, mais bon, on ne m'entend pas. Et puis bon, une frappe qui va se loger sous la barre, donc un partout. Mais je dirais que dans l'ensemble, on a fait un bon match, solide, avec des jeunes joueurs aussi, encore une fois, une équipe remaniée, mais qui m'a donné beaucoup de satisfaction. Donc à travailler, ça demande encore du temps pour perfectionner les petits détails. Mais j'ai beaucoup aimé l'engagement, j'ai beaucoup aimé la disponibilité, j'ai beaucoup aimé la solidarité. J'ai vu l'Éthiopie qui menait 3-0 chez elle contre le Niger, donc ça va être un groupe serré. Il va falloir être prêt au mois de mars pour finir ces éliminatoires. Donc, la réaction de M. Patrice Baumel donc, pour cette double confrontation, Côte d'Ivoire-Madagascar et Madagascar-Côte d'Ivoire. Ce qui donne dans le groupe K, le classement suivant, la Côte d'Ivoire qui a donc 7 points comme l'équipe de Madagascar, mais qui occupe la première place pour une question de confrontation directe. Et puis il y a l'Éthiopie qui a 6 points, et puis l'équipe du Niger qui a 3 points. Ce qui signifie tout simplement que les choses ne sont pas encore définitives, ni pour la Côte d'Ivoire, pour Madagascar, pour l'Éthiopie et même pour le Niger. Donc, ça signifie que la dernière journée sera très disputée. Mais ça va se jouer en 2021 au mois de mars, la dernière semaine du mois de mars, où on aura Niger, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Madagascar. Messieurs, déjà, quand on voit ce tableau, comment
Comment il faut négocier déjà ces matchs? Charles Lago. Non, mais il n'y a plus de calcul. Non, il n'y a plus de calcul. S'il fait les choix forts qu'il a fait hier, moi, je suis sûr que cette équipe-là, elle bat le Nigeria. Elle bat le Niger à Niamey. Ça, il n'y a rien à dire. Ces jeunes gens-là ont montré tout ce qu'ils savent faire. Voilà, donc pour moi, il n'y a plus de calcul à faire. Il lui faudra demain, à Patrick Boumel, de pouvoir faire des choix forts, de ne pas pouvoir regarder les noms, s'il veut vraiment se qualifier, de faire confiance à cette jeunesse-là, qui a épaté toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Cette équipe-là a épaté toute la Côte d'Ivoire. Je suis convaincu qu'il y a plus de 10 ans. En tout cas, moi, personnellement, le dernier match des éléphants auquel j'ai assisté, où on a eu la main sur l'adversaire, je dirais, la main sur le match, pardon, c'est la finale de Zambie, quelque chose, 2012. Voilà. Après ça, dans tous les matchs que nous avons joués, même la dernière Coupe d'Afrique que nous remportons en 2015, nous avons toujours été dans la réaction. Toujours. Ou bon, on attendait toujours l'adversaire et on procédait par contre. C'est comme ça qu'on a battu le Cameroun, c'est comme ça qu'on a battu l'Algérie et autres. Alors que sur le match d'hier, c'est vraiment tout un bloc équipe qui se déplace. Et s'ils travaillent dans ce sens-là, avec ces jeunes gens-là, il n'y a pas de raison qu'on ne passe pas ce cap-là. Alors que tout le monde craignait l'équipe de Madagascar, avant même que la Côte d'Ivoire ne se déplace, on se disait que... C'est vrai qu'on avait tous un peu peur, on était un peu craintifs. Voilà, parce que c'est ce qu'on a vu ici, il faut le dire. Clairement, c'est ce qu'on a vu. Vraiment, l'équipe était pratiquement coupée en 2, en 3, de temps en temps. Quand tu vois, et quand tu as été footballeur ou entraîneur, encadreur comme eux, par exemple, ils savent ce que c'est qu'une équipe qui se disloque en 2 ou en 3. Si vous avez de l'autre côté un adversaire dont l'entraîneur est fin tacticien, il arrive à vous contrer tranquillement et puis vous bat. Donc c'est pour cela que Dupuis a pensé que l'équipe de Côte d'Ivoire était jouable à domicile. Mais quand il a revu, après 15 minutes, avec Sangaré et Odilon et Franck Essien en milieu de terrain, je suis sûr qu'il s'est toujours posé 1001 questions. La preuve, à la fin du match, lui-même a dit chapeau aux Ivoiriens. Et encore chapeau à ces garçons qui ont pu tenir jusqu'à la fin du match. TGM? Oui, alors sur le match du Niger, je souhaite simplement que les mêmes joueurs soient disponibles, qu'on ait des renforts, plus devant pour aider les jeunes à l'air, notamment avec la présence de... Et il y a aussi la forme du moment qui va compter. Oui, absolument, c'est de cela que je parle, que des garçons comme ça acceptent de venir jouer, s'ils sont appelés, ou même l'autre, Jérémy Boga, soit dans les bonnes conditions, c'est jusqu'au 22 mars. On espère qu'il aura encore du temps. Mais il y a un constat qu'on n'a pas certainement fait ici, c'est un garçon comme Pépé, qui est pétri de talent, mais alors de grande classe, mais qui est un gros handicap pour les éléphants à l'heure actuelle. En tout cas, dans sa forme actuelle. Il ralentit le jeu des Ivoiriens, mais à tout moment. Je ne sais pas si on a fait le même constat, mais il dribble bien. Il sort, il garde le ballon, il laisse ses partenaires venir, mais il ralentit le jeu énormément. Ça doit être corrigé, à mon avis. D'accord. Amani Yao? Oui, le prochain rendez-vous, c'est dans 4 mois. Donc, croisons les doigts, d'abord pour que tous ces joueurs-là soient en forme dans leurs équipes respectives. Ce serait le plus important. Et puis, s'ils mettent les mêmes ingrédients comme ils l'ont fait hier face à Madagascar, il n'y a pas de raison que sur les 2 matchs à venir, il y a 6 points à prendre, que les éléphants ne puissent pas être qualifiés parce qu'ils ont montré un très beau visage et ils auront à cœur de le maintenir. Maintenant, si Nicolas Pépé, je pense que contrairement au match d'Abidjan, il a fait beaucoup d'efforts de replacement hier. C'était un léger mieux, mais vu le talent qu'il a, vu la production qu'il avait à Lille, il joue moins à Arsenal maintenant. On attend toujours beaucoup de lui. Et c'est à lui de réagir. Alors, monsieur, il y a un joueur qu'on a découvert, qui est Alain. Qu'est-ce qu'on retient de lui? Non, mais moi, je pense que c'est le meilleur profil d'attaquant. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu Jérémy Boga jouer, mais je pense que si je regarde seulement Jonathan Kodja, qui lui fait un gros abattage dans les appels et à gauche et à droite, au point où souvent il a des difficultés de finition, je pense qu'Alain est au-dessus de l'attaquant qu'il nous faut. Parce que tous les duels aériens, il les gagne. Contrairement à Kodja et peut-être, je dirais, à Djouma Saïd, il gagne non seulement tous ces duels aériens, mais il joue rarement avec la main. Il cause rarement de fautes sur les adversaires. Au contraire, ce sont eux-mêmes qui pratiquement glissent sur lui. Donc, un garçon comme ça, jouer dans ses pieds,
on peut toujours s'appuyer sur lui parce qu'il est costaud, il est fort, il est puissant et il est aussi buteur. On peut s'appuyer sur lui pour faire monter chaque fois le bloc équipe. Et le match d'hier, ça lui a réussi. C'est vrai qu'il n'a pas eu d'occasion, il n'a pas été alimenté. Mais c'est comme ça aussi les matchs de foot. C'est ça aussi les matchs de foot. Il arrive des jours où celui qu'on attend le plus, il passe à côté au profit de tout le groupe. Et ça aussi c'est important. Il n'aurait pas fait ce travail-là d'harcèlement sur cette défense malgache et que certainement que Franck Kessié et ses amis en milieu de terrain auraient eu beaucoup de difficultés. Il n'aurait pas été aussi là, aussi prompt, aussi bagarreur. Et que certainement la défense malgache se serait donné beaucoup plus de plaisir à sortir le ballon. Donc il est très important pour nous aujourd'hui d'avoir un attaquant comme celui-là. Pour moi, c'est vraiment une bonne pioche que Bobel nous a apporté. Oui, c'est un bon point d'ancrage au niveau de l'attaque, un point de fixation au niveau de l'attaque ivoirienne qui permettra certainement dans l'avenir à ses coéquipiers de tourner autour de lui. Et surtout, comme il joue par remise, dans ses déplacements, il est sûr, quand il va chercher le ballon, que ce soit de façon aérienne ou au sol, il a un très bon placement. Il est toujours présent au duel. Ça, c'est un avantage. Permettre à ses amis il garde aussi le ballon. Permettre à ses milieux de terrain d'avancer. Je pense qu'il est parti pour Elon Baye avec la sélection nationale. Mais attention, nul n'est à l'abri d'une quelconque blessure. Donc il faut faire attention. Je pense que ce sera lui de continuer à travailler comme il le fait avec son club. Et puis être présent mentalement et physiquement quand il vient en sélection. Il a sa place. Amani Yao, vous avez découvert ce joueur. Après ces 2 matchs, quelle leçon pour vous? Mais il a démontré qu'il est vraiment le point de fixation qui manquait à cette équipe. Depuis Boni Wilfried, j'ai rarement vu un attaquant ivoirien garder autant le ballon dans n'importe quelle position, que ce soit dans les airs ou au sol. Donc il apporte de la certitude à toute l'équipe. Il apporte de la certitude aux défenseurs qui savent que quand ils sont pressés, ils peuvent tout de suite allonger sur lui et que le ballon ne sera pas perdu. Donc ça donne déjà cette assurance-là. Que ce soit au sol ou dans les airs, il est présent et il permet au bloc équipe de remonter. Maintenant, ce n'est pas un joueur de rupture, hein. Ça il ne faut pas se tromper. Je l'ai vu hier dans le match. Sangaré Ibrahim lui avait lancé un ballon. Et ce n'est pas une bombe au niveau de la vitesse. Donc c'est un joueur qui a besoin de ballons dans la surface. Et c'est là qu'il doit être soutenu, comme Kéké l'a dit. On l'a vu ici avec Gradel qui avait débordé pour qu'il marque. Il a besoin de ballons dans la surface, mais il est dépendant de la qualité des ailiers qui sont avec lui. Parce que ce n'est pas un joueur de grande course et ce n'est pas un joueur qui va éliminer, ce n'est pas un joueur d'avançant de construction. C'est une point de fixation, mais qu'après, il faut alimenter en ballon. C'est ça qui a un peu manqué hier, mais on ne peut pas tout avoir tout d'un coup. Mais c'est un joueur intéressant parce que, comme je l'ai dit, il ne perd pas le ballon et il est toujours en mouvement, toujours en déplacement, toujours en train de solliciter. Donc, il donne beaucoup de solutions au niveau des passes et c'est un joueur très intéressant. Il sera peut-être un titulaire indiscutable? C'est vos performances qui font que vous êtes titulaire. Hein. Titulaire, ça ne veut rien dire. Après, oui, l'entraîneur, il faut qu'il fidélise un groupe qui a l'habitude de jouer ensemble. Forcément, dans une équipe, il y a des titulaires et des remplaçants. Ben, il faut ce que j'aime quand je vois Kodia qui n'est pas là aujourd'hui, je vois Zaha qui n'est pas là. Si tout ce monde est là, abondance de biens ne nuit pas. Il faut avoir un banc de touche. Les grandes équipes, c'est aussi le banc de touche qui vous fait gagner. Donc, qu'il soit titulaire ou pas, ça dépendra de ses performances et de l'entraîneur. Alors, tu es titulaire indiscutable pour à l'heure ou bien on lance automatiquement le... Non. Je pense qu'il a beaucoup de qualités. Hein. Mais il faut qu'il soit en forme dans son club pour venir. Si en repartant maintenant, là, il est remplaçant toute la semaine, enfin je veux dire tout le temps, il ne pourra pas venir être titulaire. Non, ce n'est pas... Pourquoi? On n'est pas au Sénat. Pourquoi pas? On n'est pas au Sénat. Après le travail, il n'avait pas de club. Non, mais les époques ne sont plus les mêmes. Les époques non, moi je sais pas. Les époques ne sont pas les mêmes. Les époques ne sont pas les mêmes. Donc voilà. Aboulaye se retrouvait parce qu'il est parti, il ne jouait pas, mais... Il n'avait même pas le club, il faut le dire. Bon, en plus, il n'avait pas le club. Ben, quand il venait en équipe nationale, oui. il avait des repères. Bon, d'accord. La sélection lui permettait de se relancer. La sélection lui permettait de se relancer. Donc, mais non, ça ne peut pas être possible avec les joueurs de maintenant. Je veux dire, aujourd'hui,
il faut rompre avec tout ça. Ce garçon, il a la qualité, mais s'il n'est pas titulaire, s'il n'est pas en compétition, on n'a pas le droit de l'appeler. Ils sont là, les Zaha, ils sont là, les Kodia, les Djouma Saïd. Mais ce n'est pas les mêmes profils, c'est pas les mêmes profils. Moi, pour moi, il part titulaire. Il part titulaire parce qu'on n'a pas d'avance en 1m90. Ça aussi, il faut le dire. Son style de jeu est de loin différent de celui de Kodia. Ça aussi, c'est une réalité. Pour moi, il part titulaire. Tant qu'il est à West Ham, même s'il est sur le banc de touche de West Ham, c'est un profil qui nous intéresse. Quelle est votre conclusion tout de suite? On y va? Oh, moi, je voudrais simplement dire bravo à Bobel et lui demander d'avoir la force, le courage d'oser comme il a fait. Il ne faut pas qu'on pense que... Parce que d'aucuns pensent que c'est parce qu'il y avait des blessés et que ces garçons l'ont joué. C'est peut-être possible, mais les garçons ont montré que voilà, ils sont bons, ils ont de la qualité. Et donc, prochainement, à lui d'oser, de faire des choix forts pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et tu t'es aimé? Je continue de penser que on va avoir beaucoup de regrets par rapport après ce match-là. Parce qu'il y avait de la place pour une victoire qui nous aurait facilité le match contre le Niger ou même contre l'Éthiopie. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'entraîneur a choisi de chercher le match nul. Ça, il faut le dire. Il a cherché le match nul. Bobel a cherché le match nul? Oui, si. Ah, il a cherché le match nul là-bas à Madagascar. Et c'est ça qui nous révolte. Parce qu'avec les joueurs qu'il a, la peur qui était installée dans le camp malgache après le match aller, il y avait de la place pour marquer un deuxième but, pour battre les Malgaches, mais tranquillement. D'accord. Voilà. Alors là, bon, allez-y. Vous avez joué, hein? Allez-y. Ouais, on sort de ce match, j'ai beaucoup de regrets pour les joueurs, pour ce qu'ils ont montré hier. Si c'était à la boxe, on dirait que les Ivoiriens vainqueurs au point. Malheureusement, c'est un match de football, avec tout ce qu'ils ont montré dans sa globalité. Je leur dis bravo à l'entraîneur pour cette audace tactique qu'il a eue. En 4-5 jours, métamorphoser une équipe moribonde ici, qui hier a montré de très bonnes dispositions. Ça veut dire qu'ils ont la qualité pour. Donc voilà, je ne me fais pas de soucis pour eux. Seulement arrêtons, ce n'est pas le moment de pavoiser. Attendons de voir sur la durée ce que ça va donner, mais je pense que s'ils gardent le même état d'esprit excellent qu'ils ont montré hier, il n'y a pas de raison qu'ils ne se qualifient pas. D'accord. En tout cas, c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce numéro de troisième mi-temps, le numéro 45. Nous disons merci à Désiré Bleka, en tout cas, qui nous a donné des images pour des explications. Malheureusement, pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu l'avoir. Mais nous vous disons encore une fois, M. Bleka, merci beaucoup pour votre participation à ce numéro de troisième mi-temps avec vos images et nous pensons vous retrouver très bientôt. Merci et bonne suite de programme sur les antennes de la RTI. Cette émission a été pilotée par Kadi Sanogo. Merci et à bientôt.